Alors, je vais vous parler donc des animaux dans la guerre. Il est vrai que c'est un aspect qu'on a très longtemps oublié, entre les années 30 et les années 90 à peu près, alors que ces animaux étaient omniprésents. Alors je pars de cet exemple-là, de cette photo. Nous sommes en l'été 14, sur une route du nord de la France. C'est l'armée allemande, et vous voyez cette armée allemande donc, qui débarque en France, si on peut dire, qui envahit la France. La route est pleine d'attelages hippomobiles. Vous n'avez qu'une petite malheureuse automobile là, perdue. Tout le reste, ce sont des chevaux. Et il faut bien voir qu'à l'époque, sans chevaux, pas de guerre. Alors il aurait peut-être mieux valu qu'il n'y ait pas de chevaux, mais à l'époque, c'est comme cela. Les chevaux, on en a besoin pour la cavalerie, on en a besoin pour l'artillerie, on en a besoin aussi pour l'infanterie. Un régiment d'infanterie ne peut pas se déplacer sans chevaux. Il faut porter le matériel, il faut traîner le matériel plutôt. Et donc, c'est extrêmement important. Alors, ces animaux, on les a oubliés. Il y a eu aussi des chiens, des pigeons, etc. On les a oubliés parce qu'on s'est fait de cette guerre petit à petit une image de première guerre industrielle avec les tanks, les mitrailleuses, le train, le téléphone, les tranchées, etc., etc. Alors qu'en fait, pour les gens de l'époque, il n'y avait pas du tout cette distinction entre des moyens qui auraient été modernes et des moyens qui auraient été anachroniques. Cette guerre est celle qui emploie le plus de chevaux de toute l'histoire de l'humanité. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'obsolète, d'ancien, c'est au contraire quelque chose de tout à fait important. Et les chevaux et les pigeons, ce sont pour les gens de l'époque des aspects tout à fait neufs, tout à fait modernes, aussi modernes que le téléphone ou le télégraphe. Et alors cet aspect de modernité, vous l'avez ici par exemple, avec cet attelage d'artillerie où vous avez même les masques pour les chevaux. Alors ça marchait plus ou moins bien, même plutôt moins bien que bien, mais il y a quand même cette idée qu'il n'y a pas de distinction. Tout est dans la modernité et tout est mobilisé pour la guerre. Alors ces animaux qui ont été oubliés, ils ont été redécouverts à partir des années 70-80 par des historiens amateurs, au bon sens du terme, amateurs, les historiens n'étant pas des professionnels, dans les pays anglo-saxons, qui ont redécouvert le rôle de ces animaux. Et la littérature va de plus en plus en parler au moment, petit à petit, du centenaire de la guerre. Et depuis une dizaine d'années, ce sont les historiens professionnels qui se penchent sur cette question, en Angleterre, en Allemagne, etc. C'est une question qui devient maintenant relativement bien partagée. Alors, ce qui m'a intéressé, personnellement, ce n'est pas la guerre elle-même. Je ne suis pas spécialiste de la guerre, je suis spécialiste des animaux. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir l'utilisation des animaux, même si on est obligé de passer par là, mais de voir comment les animaux ont vécu cette guerre. Autrement dit, de ne pas faire le côté humain de l'utilisation des animaux, mais vraiment le côté animal. Alors, comment faire pour passer du côté animal? Eh bien, on a des documents. Alors, on n'a pas de documents animaux. Les chevaux n'ont pas témoigné, les pigeons non plus. Quoique, on va sans doute arriver à cela, puisqu'avec la génétique, on va pouvoir se mettre, par exemple, à étudier des chevaux de la guerre de 14. Il y a maintenant de l'archéologie de la guerre de 14. On retrouve des cadavres de chevaux. Ces cadavres de chevaux, on pourrait très bien, ça va sans doute se faire, les analyser au niveau génétique, et la génétique est un véritable livre ouvert et nous permettrait par exemple de voir quels sont pour tel individu, tel cheval de la guerre, quel a été ses problèmes, ses maladies, son alimentation, ses changements d'alimentation, donc son évolution géographique, etc. On peut voir plein de choses comme ça. Pour l'instant, ça n'est pas encore développé. Et donc on est obligé de passer par des documents humains. Alors vous avez tous les documents des poilus. Il y a peu de choses dans les archives militaires. Quand vous allez dans les archives militaires, ce n'est pas très intéressant. Les recueils, par exemple, qui enregistraient les arrivées de chiens, leurs maladies, leurs fonctions, etc., tout ça a été perdu. Sans doute, je soupçonne les archivistes des archives militaires d'avoir considéré que ça n'était pas des documents historiques, puisqu'ils ne parlaient pas des hommes, et de les avoir mis à la poubelle. Donc on n'a pas grand-chose dans les archives. Par contre, il y a énormément de choses dans les témoignages des combattants eux-mêmes. Alors j'ai mis celui de Genevois, M. Cochet en a parlé, c'est un très beau témoignage. Il parle des animaux quasiment à chaque page.
Et il a un très bon regard sur ces animaux. Vous avez aussi des documents écrits par des spécialistes, comme celui-ci, c'est un vétérinaire anglais qui, dès la fin 1918, publie ce livre, Le cheval et la guerre. Il fait une espèce de bilan de l'utilisation du cheval par l'armée britannique, et on apprend plein de choses sur les maladies, sur les décès, sur la manière de soigner, etc., etc. Et puis on a d'autres livres, par exemple, ceux qui ont incité l'armée anglaise et l'armée française à utiliser des chiens. Eh bien, dans les années 20, ont aussi publié des livres où ils racontent comment ils ont recruté, comment ils entraînaient les chiens, quelles étaient les fonctions qu'on leur donnait, les succès, les échecs, etc., etc. Donc avec tout ça, on a pas mal d'indications. Alors évidemment, c'est comme pour tous les témoignages, il y a des témoignages intéressants et puis il y en a d'autres qui ne sont pas intéressants. J'ai retrouvé un artilleur qui, pour parler des attelages, dit « les canons arrivent au galop ». Comme moyen d'éliminer totalement le cheval, il n'y a pas mieux, évidemment. Alors celui-ci ne voit rien, mais il y en a d'autres qui voient très bien et qui nous informent très bien, ou du moins relativement bien, dans les limites, évidemment, de ce qu'un homme peut voir. Alors ces informations, eh bien, il suffit, entre guillemets, il faut les croiser avec ce qu'on sait en matière d'éthologie, c'est-à-dire de sciences du comportement, des chevaux, des chiens, des pigeons, etc., et ça permet de questionner ces documents, ça permet de les interpréter, et ça permet de trouver des choses. Sans doute, on ne reconstitue comme ça que 20 ou 30% de ce qu'ont vraiment vécu les animaux, mais c'est toujours mieux que rien. Et ça permet donc de voir quelle était la guerre de ces êtres vivants qui sont des êtres précieux, des êtres intéressants, et aussi de mieux comprendre ce qui se passe du côté des hommes. Alors un exemple. Comment peut-on faire donc pour retrouver ce vécu? L'exemple des réquisitions de chevaux. Voilà par exemple ici une photo. On est l'été 14, réquisition d'un cheval. Ce cheval, il passe devant le bureau de réquisition. Vous voyez, il y a des militaires, des civils. On examine le cheval et on décide s'il est bon pour le service ou pas. Alors on n'a aucun témoignage sur qu'est-ce qui se passe pour le cheval. Qu'est-ce que ça veut dire pour un cheval d'être réquisitionné? On a des témoignages pour les hommes, ils racontent ce que ça veut dire pour eux, mais pour les chevaux, non. Mais on a des témoignages indirects. On a notamment des témoignages d'officiers qui sont là dans ces bureaux. Ah ben décidément, qui sont... Je vais aller trop vite. Qui sont dans ces bureaux, c'est... Voilà, je me trompe de touche. Comme celui-ci, là, et qui racontent que lorsque les paysans, par exemple, lorsque les artisans amènent leurs chevaux, on leur donne plein de conseils. Mon cheval s'appelle Bijou, il faut le caresser derrière l'oreille. Si vous voulez qu'il travaille correctement, il faut le caresser de telle manière, il faut lui dire tel mot, etc., etc. Et ça renvoie évidemment au caractère relativement privilégié du cheval dans la société de l'époque, notamment dans les campagnes, où c'est l'animal le plus précieux, où il y a une relation extrêmement forte entre les paysans et leurs chevaux. Et on sait maintenant, par l'éthologie, que les chevaux sont très sensibles à ça. Les chevaux reconnaissent très bien les hommes, sont très sensibles au toucher, à l'ouïe, au son, etc., etc. Et alors ce cheval, par exemple, qui arrive là au bureau de réquisition et qui est jugé bon pour l'armée, eh bien pour lui c'est un véritable bouleversement. Si son paysan était breton et parlait breton et qu'il se retrouve avec un artilleur qui est auvergnat et qui parle auvergnat, il y a beaucoup de patois à l'époque encore, eh bien évidemment, il ne comprend plus rien. Ce ne sont plus les mêmes touchés, ce ne sont plus les mêmes odeurs. Donc il va être en fait totalement perturbé. Et s'il était par exemple cheval de trait et s'il se retrouve avec un cavalier sur le dos, alors là c'est fini. Et inversement, un cavalier, enfin un cheval de course qui se retrouve dans un attelage de trait est totalement désemparé. Et lorsqu'il a franchi la barre, dernière chose, c'est qu'il va se retrouver avec des milliers d'autres chevaux. Or, on sait maintenant qu'un cheval est grégaire. Les chevaux n'aiment pas être seuls. Mais ils n'aiment pas les nouveaux. Ils n'aiment pas la nouveauté. Alors, en matière de nouveauté, là, celui-ci, par exemple, lorsqu'il franchit la barrière, il se retrouve avec des milliers d'autres chevaux qu'il ne connaît absolument pas. Et on sait que c'est très stressant pour les chevaux. Et alors, les hommes de l'époque n'y font pas trop attention, sauf en septembre-octobre. On voit qu'en septembre-octobre, pendant l'été, il y a eu une surmortalité équine dans tous les pays, dans toutes les armées.
Et en septembre-octobre, les vétérinaires écrivent, eh ben oui, il y a manifestement un problème parce que cette surmortalité équine n'est pas due forcément au combat. Ce sont des chevaux qui meurent tout simplement comme ça, qui se laissent dépérir, qui dépriment, qui meurent. Et les vétérinaires reconnaissent qu'en fait, ces chevaux n'ont pas su s'adapter, n'ont pas eu le temps de s'adapter à ce qui a été pour eux une véritable rupture du monde. Alors c'est encore plus vrai pour ces autres chevaux. Voilà un autre exemple, que sont les chevaux américains. Parce qu'à partir de l'automne, les Anglais et les Français se rendent compte que la guerre va être longue, qu'ils n'ont plus assez de chevaux, et donc il faut aller en acheter à l'étranger, en Amérique. Avec un problème, c'est que les Anglais ont la livre sterling, c'est la monnaie mondiale de l'époque, donc ils raflent tous les bons chevaux, et les Français n'ont que le franc. Et qui n'est pas la meilleure des monnaies, donc on leur offre ce qui reste. Et on leur offre notamment des Mustangs. Et on a des témoignages de vétérinaires qui sont envoyés dans les grandes plaines américaines pour aller chercher des Mustangs, et ils racontent comment ils voient arriver les cow-boys qui poussent des dizaines de chevaux. Et ces chevaux, il faut les examiner et décider là aussi si on les prend ou pas. Alors ces chevaux qui connaissent très peu les hommes, qui vivent en groupe, se retrouvent manipulés, séparés, etc., ça fait évidemment pour eux une rupture énorme. Et puis ensuite, ils montent dans des trains qu'ils ne connaissaient pas, puis dans des bateaux. Ils se retrouvent en France, et en France, il faut les éduquer. Et voilà un exemple on est dans cette école d'équitation, on a toute une série d'images là qui se suivent sur cet exemple-là. Vous avez donc un soldat qui tient, un cavalier qui tient le cheval, et puis celui-là, là, il est chargé de s'approcher petit à petit. Alors au départ, il met simplement les mains, puis après il met une couverture, puis après il saute dessus, puis après il met une selle, puis il ressaute dessus, etc. Il faut habituer le cheval à supporter, et vous voyez que ça ne se fait pas très facilement, et tout ça en 15 jours, parce que l'armée française a besoin de ses chevaux. Alors évidemment, le débourrage, comme on appelle à l'époque, l'éducation n'est pas suffisante, et ces chevaux se retrouvent, vivent un stress énorme, et se retrouvent ensuite dans des attelages où ils mettent la pagaille. J'ai retrouvé des témoignages d'artilleurs qui racontent comment ils touchent un cheval argentin ou canadien, et ce cheval-là, il n'a pas envie de travailler. Donc il se cabre, il rue, etc. Il perturbe totalement les chevaux européens qui, eux, sont habitués à travailler, à tirer, et qui ne comprennent plus ce qu'il faut faire. Et alors cette mobilisation, eh bien, elle passe donc par beaucoup d'incompréhension ou d'ajustement, tout n'est pas noir, et puis beaucoup d'efforts de la part des chevaux. Alors incompréhension, un exemple très typique en 14, on a plein de documents, plein de témoignages là-dessus, c'est la difficulté à embarquer les chevaux dans les wagons. Ils ne veulent pas. Alors là, vous avez un exemple plus récent, pendant la guerre, c'est une infirmerie, donc on emmène le cheval blessé pour l'emmener à l'infirmerie. Vous voyez qu'il faut quand même 2 personnes. Et à l'époque, en 14, c'est pas 2 personnes. Pour beaucoup de chevaux, on est obligé d'employer un surfait, c'est-à-dire une grande lanière en cuir qui part d'une épaule, qui passe par la croupe, qui revient à l'autre épaule, et on met 3 hommes de côté, 3 hommes de l'autre, un devant, un derrière. Ça fait 8 personnes pour monter les chevaux. Et ça dure, et les chevaux refusent, ils donnent des coups de pied, ils se trempent, ils se tiennent aux barres en bois, etc., etc. Alors maintenant, on sait expliquer pourquoi ce refus. Ça vient de leur vision des choses. C'est-à-dire qu'ils voient à 360 degrés, alors que nous ne le voyons pas, et donc ils ont l'impression, comme ce cheval-là, il peut avoir l'impression qu'on l'emmène contre le seul obstacle qui est devant, alors que tout autour, c'est libre. Donc ça lui paraît totalement irrationnel. Et puis deuxième chose, et notamment les jours de beau temps, entre la paroi des wagons et l'intérieur, il y a une très grande différence de luminosité. Alors les chevaux ont une vue qui s'accommode très lentement à la différence de luminosité. Autrement dit, ils ont l'impression qu'on les emmène contre un mur. Ça, on le vit très bien nous lorsqu'on conduit le matin ou le soir et qu'il y a le soleil rasant. Il y a des moments où on est en plein soleil et puis d'un coup c'est l'ombre et on ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? On freine. Et ben le cheval fait pareil. Alors évidemment, les hommes ne comprennent pas à l'époque pourquoi, et qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas un animal? On le qualifie de bête et on le tape. On pratique beaucoup la violence. Alors évidemment, ces chevaux, perturbés par la réquisition, perturbés par la montée, se retrouvent dans des trains. La plupart de ces chevaux n'ont jamais pris le train, d'ailleurs comme la plupart des paysans de l'époque. Et puis ensuite, ils se retrouvent au front, etc. Donc la perturbation est extrêmement forte.
Et on va leur demander aussi des efforts très importants, notamment l'été 14, en grande partie parce qu'à l'arrière, ça bouge vite. Vous avez les trains, vous avez le téléphone, vous avez le télégraphe, les voitures, les taxis, la marne, etc. Ça bouge très vite. Mais devant, au front, on n'a encore que les chevaux. Et les chevaux, ils ne vont pas aussi vite que le train, évidemment. Mais on voit très bien comment les états-majors, en fait, vont finalement, et c'est très net du côté français, décider que l'avant doit suivre comme l'arrière. Ce n'est pas les chevaux qui doivent donner le tempo, c'est finalement les moyens les plus rapides qui donnent le tempo. Et donc on va demander à ces chevaux de faire 60, 70, 80, 100 km par jour, plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines d'affilée. Or, la plupart de ces chevaux ne savent pas faire ça. Un cheval de course, par exemple, il est habitué à galoper vite 1 km, 2 km, mais il n'est pas du tout habitué à faire 80 km par jour. Un cheval de mine, un gros trait de mine qui tire sur 300 mètres 10 tonnes, il est habitué à tirer 10 tonnes sur 300 mètres. Il n'est pas habitué à faire 80 km. Et donc, c'est la surmortalité, et notamment les chevaux extrêmes, les chevaux légers de course et les chevaux lourds meurent comme des mouches en août, septembre, octobre. Les chevaux, les pur sang, par exemple, disparaissent quasiment de l'armée française. Et les chevaux de trait, les lourds aussi. Et en fait, on voit bien comment finalement on demande à ces chevaux des efforts que Napoléon, un siècle avant, n'aurait jamais osé demander. C'était 20, 30 km par jour. C'était pas 80, 100 km par jour. Alors on le fait parce que tout le monde est persuadé que la guerre va être rapide, qu'il faut aller plus vite que l'adversaire, qu'il faut aller vite, on verra bien ce qui se passera après. Et évidemment, lorsque la guerre s'arrête et que c'est la guerre des tranchées, qu'elle s'immobilise, on se rend compte que là, on a gaspillé énormément de chevaux. Et alors le travail va changer ensuite, puisque ça va être un travail surtout de ravitaillement entre l'arrière et l'avant, et non plus un travail de course comme l'été 14. Mais ce travail de ravitaillement, il est effectivement très très important, et les chevaux ne sont pas toujours bien entretenus, ils ne sont pas toujours bien nourris. Il y a des soldats qui comprennent bien leurs chevaux, il y en a d'autres qui les comprennent mal. Il y a de très grosses différences entre les armées. L'armée anglaise est très attentive à ses chevaux. Dans chaque régiment, il y a un vétérinaire et un maître des chevaux, ce qu'on appellerait maintenant, nous, un éthologue. C'est-à-dire qu'il apprend aux soldats comment se comporter avec les chevaux. Et par exemple, il leur apprend qu'il ne faut jamais, la nuit, mettre un cheval avec le vent devant la tête. Le cheval va prendre froid, et qu'est-ce qu'il va vouloir faire? C'est se tourner pour avoir la tête dans la croupe. Et donc si on fait ça, toute la nuit, les chevaux vont vouloir tourner, et en voulant tourner, ils vont s'empêtrer dans les rênes, ils vont donner des coups de sabot aux voisins, etc. Et le lendemain, on se retrouve avec des chevaux blessés, ou des chevaux qui sont démoralisés, parce que le moral est important, la déprime est importante, démoralisés, et qui vont évidemment beaucoup moins travailler. Alors ces chevaux travaillent beaucoup, et la surmortalité, la mortalité va être très importante. Pour l'armée française, on estime 1 800 000 liquidés, enrôlés, 40% de morts, 800 000 à peu près morts. C'est un taux énorme. Si on l'appliquait à l'armée française, il y aurait eu 3 millions de morts. Donc c'est un taux absolument très très important, et un taux qui varie un peu selon les années, mais enfin qui reste important jusqu'en 1918, parce qu'on a besoin des chevaux jusqu'en 1918. Si vous lisez les mémoires de Foch, je vous le recommande, lorsqu'il prépare l'offensive de l'automne 18, il le dit, il n'a qu'un souci, c'est pas d'avoir assez d'hommes, assez de tanks, assez d'avions, etc. C'est est-ce qu'il aura assez de chevaux en état. Donc on voit à quel point c'est important jusqu'à la fin de la guerre. Alors ces chevaux, beaucoup meurent sur place. Je vous ai mis cet exemple spectaculaire. C'est très fréquent à l'époque. C'est un cas de crise cardiaque. Les chevaux ont cette particularité qu'ils expriment très peu leur fatigue. Et donc ils vont jusqu'au bout. Et lorsqu'ils s'arrêtent, les soldats le comprennent petit à petit, il n'y a plus rien à faire. Soit le cheval s'arrête sur place et on ne pourra plus le faire avancer, donc il faut le sortir de l'attelage, on le met sur le côté, il va mourir sur place. Soit il meurt dans l'attelage ou sous le cavalier
de crise cardiaque. Il va jusqu'au bout parce qu'il exprime très peu finalement ce qu'il ressent. Et pourquoi il exprime très peu ce qu'il ressent? Parce que c'est un herbivore. Et chez les herbivores, il vaut mieux ne pas montrer qu'on est malade. Parce qu'à ce moment-là, on va être repéré par un carnivore, par un chasseur. Puisque le chasseur dans la nature, l'animal chasseur, va repérer les éléments faibles. Donc si on se montre faible, évidemment, on va être repéré. Et donc, on ne montre pas. Les ânes, c'est la même chose. On ne montre pas. Il y a un repli sur soi, un repli émotionnel. C'est ce qui fait qu'on croit d'ailleurs que les ânes ne sentent rien, ne comprennent rien, qu'il faut bien taper dessus. Et plus vous le tapez dessus, là, ce pauvre âne, et plus il se replie sur lui, et plus vous allez lui taper dessus. Donc là aussi, un exemple d'incompréhension, mais qui coûte évidemment très cher. Alors, il n'y a pas que des chevaux, il y a aussi des chiens. Alors, les chiens, l'armée allemande avait très bien organisé l'affaire avant-guerre. Elle avait pensé que la guerre moderne entraînerait des champs de bataille très grands. Et c'est vrai que la bataille de la Marne fait 50 km de long. Et là, ça allait poser un problème, c'est comment retrouver les blessés dans une telle situation. D'où l'idée d'employer des chiens pour retrouver les blessés. Et l'armée française va suivre en employant de manière différente. Dans l'armée allemande, le chien a des sacoches sur les flancs, il retrouve les blessés et il apporte comme ça le matériel de premier secours, avec un problème, c'est encore faut-il que le blessé soit conscient et qu'il puisse se soigner. Dans l'armée française, c'est un peu plus compliqué, mais ça permet de ratisser plus large. Le chien est chargé de trouver un blessé, de prendre son képi, de le ramener à l'infirmier, de lui montrer comme ça qu'il a trouvé un blessé, et de le ramener au blessé. Alors, ces chiens, eh bien, en Allemagne, ça avait été très bien préparé. Les volontaires pouvaient, tous les dimanches, dans les années 1900-1910, aller s'entraîner dans les casernes avec leurs chiens. Et dès la guerre sonnait, hop, ils sont enrôlés dans ce genre. En France, c'était la française, c'est-à-dire, va comme je te pousse. Donc, on fait ça en place essentiellement durant l'automne. Voilà un exemple de réquisition. On fait appel aux bonnes volontés des maîtres, au sentiment patriotique pour amener leurs chiens. Alors ça marche relativement bien dans la bourgeoisie. Vous avez là, voilà, costume typique bourgeoisie qui amène son chien. Ça marche bien aussi par le patriotisme, ça marche bien aussi chez les paysans. Parce que les paysans se rendent compte qu'il va y avoir des restrictions alimentaires, ils ne veulent plus nourrir leurs chiens. Donc plutôt que les pendre, ce qui était le mode habituel pour s'en débarrasser, on le fournit aux armées. Mais enfin, ça ne suffit pas, et la plupart de ces chiens, on va les chercher dans les SPA et les fourrières. Or, les SPA et les fourrières, à l'époque, vous n'y trouvez pas les chiens actuels. Les chiens actuels que vous trouvez à la fourrière ou à la SPA, ce sont des chiens de compagnie, qui sont habitués à vous, au maître. À l'époque, ce sont des chiens errants. Il y a beaucoup de chiens errants. La plupart au 19e siècle, des chiens sont des chiens errants. Et donc, ils sont ramassés régulièrement, emmenés dans les fourrières, après on les gaze. Et ces chiens-là, on va les mobiliser. Le problème, c'est que ces chiens, ils vivent dans les villes, ils vivent à côté des hommes, mais ils ne vivent pas avec les hommes. Ils n'ont pas de contact avec eux. Les contacts sont très forts, même très violents. Et un chien errant, si vous approchez de lui, il ne va pas avoir tendance à battre la queue, mais il va plutôt avoir tendance à vous mordre, parce qu'il se défend. Alors on réquisitionne ces chiens, et voilà un exemple d'apprentissage. Ça se passe à Gennevilliers. On a plusieurs photos qui montrent cet apprentissage, donc d'un chien sanitaire. Vous voyez, il a son petit brassard, chargé donc de retrouver. Donc là, on le voit, hop, la photo n'est pas très nette, mais il est en train de prendre le képi, et il est chargé d'aller retrouver son infirmier. Alors attention, il faut que ce soit un chien patriote. Il ne faut pas qu'il trahisse. Donc à côté, on met, c'est un Français, c'est pas un Allemand, mais c'est un Français déguisé en Allemand, et vous voyez, il lève la main, il crie, il appelle à l'aide, mais il ne faut surtout pas que le chien aille l'aider. Alors, on sait qu'en réalité, ça va plus ou moins bien marcher, parce qu'il y a beaucoup de chiens errants, et que ces chiens, donc, comme je vous le disais, n'ont pas envie de travailler. Alors, il y en a beaucoup qui ne se font pas la discipline militaire, et puis il y en a qui désertent. On les envoie au front, et puis au front, on les lâche, et puis on ne les revoit jamais. J'ai même retrouvé des témoignages d'un chien d'infirmier qui est retourné à Paris lui-même, autant retourner chez soi, plutôt que servir sous les drapeaux. Alors en fait, ces chiens sanitaires ne vont pas beaucoup servir, parce que la guerre mobile s'arrête très vite,
et que dans la guerre des tranchées, la question des blessés ne se pose pas. La question des blessés, ils sont là, juste derrière les tranchées, juste derrière les parapets. Il n'y a pas besoin de chiens pour les retrouver. Donc on va changer les fonctions. Et ce qu'on voit apparaître début 1915, ce sont les chiens de tranchée. C'est l'armée française dans les Vosges qui va inventer ça, parce que dans les Vosges, c'est pas encore le paysage lunaire de Verdun, c'est encore les forêts. Et les tranchées sont dans les forêts. Et dans un paysage de forêt, c'est très difficile de voir arriver l'ennemi. Alors le voir arriver en attaquant, ça on s'en doute, parce qu'il y a le canon, bon, à moins d'être sourd, on sait qu'il y a une attaque. Mais ce qui est très redouté, ce sont les coups de main. La nuit, pour faire des prisonniers, pour pouvoir les interroger. C'est redouté pourquoi? Parce que l'équipe qui arrive pour faire des prisonniers, elle en veut un, elle n'en veut pas 3 ou 4. Donc si elle tombe sur un groupe, elle va en prendre un, et puis les autres, évidemment, elle ne va pas les laisser sur place en les laissant prévenir, donc on les élimine. Et pour éviter ces coups de main, eh bien, l'armée dans les Vosges a l'idée d'utiliser des chiens chargés donc de repérer l'arrivée de ses ennemis par le bruit, par l'odeur, et ça va être repris par toutes les armées, l'allemande, l'anglaise, etc. Et avec des résultats plus ou moins bons. Il y a des chiens très bons, il y en a qui perçoivent à 300 mètres. 300 mètres dans la guerre des tranchées, vous avez le temps de voir arriver, parce que 300 mètres, celui en face, il les fait en rampant. Donc vous avez le temps de vous préparer. Ça, ce sont des chiens, évidemment, parfaits. Tous les chiens ne sont pas comme ça. Il y a plein de témoignages qui racontent qu'il y en a qui surveillent une fois sur deux, ou qui font un peu grève, ou qui ne sont pas très patriotiques, là aussi. C'est les témoignages employés. Et donc, c'est très variable d'un chien à l'autre. Mais la fonction la plus importante qui va se développer à partir de 16, c'est celle de chien messager. Ça, c'est très important, qui va être repris dans toutes les armées occidentales. Et ça n'est pas du tout anecdotique et ça n'est pas du tout anachronique. C'est un moyen moderne pour l'époque. Jamais on a utilisé des chiens dans les armées occidentales jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la conquête de l'Amérique, où on avait des chiens de combat qui attaquaient l'ennemi. Puis ça a disparu, et en 1916, ce ne sont pas des chiens de combat qu'on emploie, ce sont des chiens finalement de service. Et comme là, le chien messager. Alors avec des différences très fortes d'une armée à l'autre. L'armée anglaise, par exemple, on le sait parce que celui qui a mobilisé ça l'a écrit, l'armée anglaise met l'accent sur l'importance de la fusion, de l'empathie entre le chien et le conducteur, que vous avez ici. Il faut que le chien aime son conducteur. Le conducteur et ses chiens, parce qu'il en a 6-7, restent toujours à l'arrière. Quand on a besoin d'un chien, on l'emmène en première ligne, en S, on le laisse attacher. Et quand on veut lui faire porter un message à l'arrière, ça ne fonctionne donc que de l'avant vers l'arrière. On lui met le message dans le cou et on le lâche. Et si le chien s'entend très bien avec son maître, il va penser qu'il y a une chose, c'est retrouver son maître. Et ça marche relativement bien côté anglais. Ça marche relativement bien parce qu'il y a cette fusion. Et puis aussi parce qu'on fait passer des batteries d'examen aux chiens lorsqu'ils arrivent dans les camps d'entraînement. C'est-à-dire... en fonction de ses capacités, on va le mettre chien de tranchée, chien messager, chien de trait dans les tranchées, etc., etc. J'ai le regret de dire, dans l'armée française, c'est pas la même chose. Donc on ne fait pas passer d'examen aux chiens et on les attribue comme ça. Et les échecs sont beaucoup plus importants. Et puis deuxième problème, dans l'armée française, on ne veut absolument pas de lien entre le conducteur et le chien. Parce que le conducteur va partir en permission, va être blessé, va être tué, etc. Donc il va sans arrêt bouger. On pense qu'il ne faut pas de lien. Et on va opérer par conditionnement pavlovien, c'est-à-dire que le chien, on va lui apprendre, quand on pose un fanion par terre, et qu'on fait 3, 4, 5 mètres, et qu'on pose un deuxième fanion par terre, eh bien il faut retourner au premier. Une fois que le chien a compris ça, il suffit petit à petit d'élargir la distance. Et on peut aller comme ça jusqu'à 3-4 km. Et c'est largement suffisant pour aller des premières lignes à l'arrière. Et le chien, donc, dès qu'on l'emmène en première ligne et qu'on pose le fanion, il a vu qu'on avait posé le premier fanion à l'arrière, eh bien, il repart chercher son premier fanion. Il y a plus d'échecs, mais il y a un intérêt que ne connaît pas l'armée anglaise, c'est que les très bons chiens peuvent faire l'aller-retour, comme des mécaniques. C'est-à-dire que lorsqu'il revient à l'arrière,
si on repose le fanion par terre, ben, il comprend qu'il faut qu'il retourne de l'autre côté. Mais alors ça, c'est relativement rare. Alors ces chiens ont là aussi une mortalité assez importante. On n'a pas de statistiques. Les statistiques déjà pour les chevaux, c'est très aléatoire. Pour les chiens, il n'y en a pas. Je vous ai dit, les recueils ont disparu. Mais ce qu'on trouve par exemple dans les archives vers 1919, il y a un état des chiens messagers en janvier 1919. On se rend compte que là, à 90%, ils ont moins d'un an d'ancienneté. Donc ce qui veut dire qu'il y a une énorme mortalité, une énorme rotation de la part de ces chiens. Troisième animal de fonction, c'est le pigeon voyageur. Alors là aussi, voilà une fonction totalement nouvelle qui peut nous paraître totalement anachronique à l'heure du téléphone et du télégraphe. Qu'est-ce qu'on est allé s'embêter avec des pigeons, franchement? Mais en fait, c'est tout à fait nouveau. On a commencé un petit peu en 1870. On a organisé ça dans les armées belges, allemandes, françaises avant 14, et ça va très bien marcher. Et il ne faut pas le voir du tout comme quelque chose d'anachronique, mais comme quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire qu'on utilise les chiens messagers, on utilise les pigeons, quand les autres moyens ne fonctionnent plus. Quand les hommes ne peuvent plus passer, quand le téléphone est coupé, quand le télégraphe ne marche pas parce qu'il y a tellement de fumée, de bombes de terre, etc., que le télégraphe optique ne fonctionne plus, eh bien, on envoie des chiens, et le chien va beaucoup plus vite qu'un homme. Là où un homme, il va lui falloir 1 heure, lui, il lui faudra 10 minutes. Il est plus bas, donc il a moins de chances de se faire tuer, même si la mortalité est importante. Et on utilise aussi des pigeons. Alors le pigeon va encore plus vite que le chien, parce qu'il n'a pas, évidemment, à affronter le relief du front. Alors ces pigeons ont... le principe est un peu le même que pour les chiens messagers, c'est-à-dire que les pigeonniers, vous en voyez un là, c'est un pigeonnier mobile, c'est-à-dire qu'on pouvait l'atteler ici, et puis on suivait le front comme ça, on pouvait le faire déplacer en fonction du front. Et ces pigeons, donc, sont élevés dans ces pigeonniers par couple. Et en fait, on joue sur le fait que chez les pigeons, la solidarité du couple est très forte. Même si on sait maintenant qu'il y a quand même pas mal d'adultères, mais enfin, bon, c'est officieux. Officiellement, la solidarité du couple est très forte. Et donc, on compte sur le principe, c'est-à-dire qu'à l'arrière, lorsqu'on veut un pigeon, on prend l'un des membres du couple, on le met dans une cabane en osier, une cage en osier que vous avez ici, et on l'emmène en première ligne. Et on le laisse dans sa cage en première ligne jusqu'à ce qu'on n'en ait pas besoin. Et quand on a besoin d'envoyer un message, eh bien, on le sort, c'est la photo que vous avez ici, on lui met un message autour du cou, il a un collier exprès, et on le lâche. Et si tout va bien, s'il est fidèle, eh bien, ils ne vont penser qu'à une chose, c'est retrouver son conjoint. Alors, il faut quand même pas trop forcer. Alors, vous avez des indications disant qu'en première ligne, ne nourrissez pas trop le pigeon, parce que si vous le nourrissez trop, entreprendre des risques pour retrouver le pigeonnier et sa conjointe, et son conjoint est resté sur place, il aura vite fait le choix. Donc, il vaut mieux qu'il défende quand même. C'est un argument supplémentaire pour partir. Mais alors, ces pigeons, ça n'est pas instinctif. Il faut les éduquer. Et c'est pour ça que vous avez ici cette photo, c'est un lâcher de pigeons. C'est obligatoire. Lorsqu'on arrive dans une région, on est obligé de lâcher des pigeons, et les pigeons vont faire le tour de la région. Et ça, on le sait maintenant, les hommes de l'époque le devinaient, ils ne pouvaient pas le prouver, mais ils le devinaient. Le pigeon, donc, fait le tour et cartographie, en fait, la région. Il la cartographie par le relief, il la cartographie par les odeurs, il la cartographie par les sons. Et ça lui permet donc de repérer, de se faire une carte. Et lorsqu'on lâche à l'avant, eh bien, il va utiliser, mais il faut qu'il apprenne à le faire, c'est pas du tout instinctif, il va utiliser son compas solaire, s'il fait beau, ça lui, comme une boussole, ça lui permet, donc il a fait le point GPS là au-dessus de son pigeonnier, et puis quand il part, là, il fait le point GPS et il sait où il va. C'est le principe du GPS, tout bêtement. Hormis qu'il faut qu'il apprenne à le faire, ou alors la nuit, il utilise le compas magnétique. Mais alors ça, la nuit, c'est beaucoup plus compliqué, et l'armée anglaise, par exemple, ne sait pas faire, mais l'armée allemande ou l'armée française sait utiliser les pigeons de nuit. Et donc, il faut qu'il se repère,
Et en fonction de cela, eh bien, il est capable de retourner à son pigeonnier. Alors ces pigeons vont être extrêmement importants, hein, ils vont beaucoup servir, par exemple à Verdun, ils vont beaucoup servir pour informer en 1916 l'état-major français de l'évolution du front. Et ils vont tellement être utiles qu'on va aussi les utiliser pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. L'armée anglaise a utilisé plus de pigeons pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la Première. Alors il n'y a pas que ces animaux au front, il y a aussi des animaux entre guillemets de compagnie. Parce que lorsque le front s'installe, les paysans fuient, laissent leurs animaux sur place. Ces animaux sont en partie tués par les combats, tués par les soldats pour les manger, et certains restent sur place et sont recueillis. Vous avez par exemple l'âne Tini. Alors l'âne Tini, qui est très célèbre à l'époque, c'est un âne sans doute d'armée, mais que un régiment britannique retrouve dans les Flandres, le long d'une route, à moitié mort, et elle le soigne, et il devient la mascotte du régiment jusqu'à prendre le thé, vous voyez, avec les officiers. Hein, il aime beaucoup le thé, et il rentre dans les tentes. Enfin, on a des textes qui nous racontent, et on a beaucoup de photos de l'âne Tini. Alors, ce rôle de mascotte des animaux est très important. C'est quelque chose de très important, notamment dans l'armée britannique, hein, qui est une armée de métier. Lorsque les régiments britanniques arrivent en 14, ils ont tous leur mascotte. Hein, britanniques ou canadiens ou australiens, donc ils arrivent avec un ours, un singe, un dromadaire, un éléphant, un lion. Hein, il y a même un lion dans les tranchées anglaises. Et un jour, un Premier ministre, j'ai oublié son nom, se promène dans les tranchées, il n'est pas en première ligne, il est à l'arrière. Hein, et puis il bute sur un lion, un petit lion. Hein. Et il se retourne vers ses conseillers en disant qu'est-ce que je vois, c'est bien un lion, enfin bref. Et c'est le lion du régiment, tout simplement, qui est la mascotte. Alors ça, on pourrait dire, ce sont les animaux officiels. L'armée française, officiellement, n'en a pas, sauf les régiments d'Afrique, qui en ont. Mais l'armée sur place n'en a pas officiellement, mais en fait, très vite, on va s'en équiper, et notamment au niveau des petits groupes. Et vous avez ici donc un exemple dans les tranchées, hein, dans les abris, vous avez ce soldat qui tient dans ses bras donc un chien. Et des chiens et des chats, il va y en avoir énormément dans les tranchées. Soit on les récupère sur place, soit même on les amène de l'arrière. Et c'est très net chez les officiers. C'est même toléré, par exemple, dans l'armée allemande, dans l'armée anglaise, même l'armée française. On a le droit d'amener, si on est officier, on a le droit d'amener son chien ou son chat. Et puis on récupère des oiseaux qu'on capture, etc. Et on voit très bien comment ces animaux vont servir de tampon émotionnel, de réconfort émotionnel, un peu de douceur dans un monde de lutte. Et ça leur permet de penser au passé, à ce qu'ils ont connu, de penser à l'arrière, hein, à leur famille, à la vie normale, et puis de penser à espérer le futur, la vie future. Et ces animaux servent un peu de porte-bonheur. Hein. C'est très net pour les mascottes. Ils deviennent très populaires à mesure qu'ils vieillissent, parce que ça veut dire qu'ils passent la guerre, et donc on espère que sous leur patronage, on passera aussi la guerre. Alors la sortie de guerre, je ne sais pas combien de temps... Bon, alors très bien. La sortie de guerre, donc, pour raccrocher sur le thème, elle n'est pas très glorieuse pour les animaux et surtout pour les armées, parce qu'on se retrouve évidemment avec plein d'animaux dont on ne sait plus bien quoi faire. Par exemple, l'armée britannique, dans un premier temps, va refuser de rapatrier ses chevaux en Angleterre. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre, on a énormément mécanisé dans les campagnes, dans les industries, et donc on ne saurait plus comment réemployer ces chevaux. Et en plus, il faut payer le prix du transport. Donc elle va décider de les laisser sur place, de les vendre aux Français. Alors, tollé énorme en Angleterre, la SPA anglaise s'en mêle, etc., campagne de presse, et l'armée anglaise est obligée quand même de payer le rapatriement de 40 000 chevaux. Pour les autres, elle institue des maisons de retraite tout le long de la côte de la Manche, où les chevaux vont rester, et puis elle en vend une partie aux paysans français. Et c'est ce qui se passe aussi côté français. Dans l'armée française, on va revendre les chevaux essentiellement aux paysans qui ont été démunis pendant la guerre, qui vont se rééquiper comme ça. Eux ne se sont pas mécanisés, mais aussi beaucoup aux boucheries, parce qu'il y a à l'époque une consommation
de viande chevaline. Et puis des destinations aussi moins glorieuses. J'ai retrouvé récemment dans le journal de Paul Léoto, il raconte la destinée d'un cheval qui a fait toute la guerre et qu'on a vendu aux arènes de Nîmes et qui finit éventré par un taureau lors d'une corrida. Et évidemment, Léoto est très révolté par cela et ça n'est pas très glorieux. Mais côté allemand, les chevaux par exemple qui sont laissés par l'armée allemande et que les Américains, les Français, les Anglais récupèrent, sont quasiment systématiquement abattus. Parce qu'ils sont dans un tel état de faiblesse, ils sont très mal nourris depuis des mois, etc., parce que les soldats eux-mêmes sont mal nourris, ils sont quasiment irrécupérables et donc ils sont abattus. Comme on abat une grande partie des chiens allemands, parce qu'il faudrait les rééduquer, leur apprendre le français, par exemple, sinon ils ne vont pas comprendre. Et cette rééducation, personne n'a envie de la payer. Alors, côté des chiens français, eh bien, il y a quand même une volonté de les ramener, à l'arrière, notamment à Paris. On a des convois d'embarquement de chiens, mais qui apparemment se passent très mal. J'ai trouvé un témoignage pour un convoi qui a mis énormément de temps, parce que ça n'est pas un convoi prioritaire pour revenir sur Paris. Personne n'a songé à nourrir et à donner à boire à ces chiens. Et lorsqu'on ouvre les wagons à Paris, évidemment, il y a plein de morts, ils se sont entre-dévorés, entre-tués, etc., etc. Donc la sortie de guerre, elle est très difficile pour les animaux et on n'en fait pas, évidemment, une priorité. De la même manière, il y a beaucoup de témoignages pendant la guerre sur la reconnaissance des hommes vis-à-vis de ces animaux. Énormément de reconnaissance. On parle de compagnons de misère, on voit très bien qu'on est dépendant de ces animaux, etc. Alors il y a des gens qui s'en moquent totalement, et puis il y en a d'autres qui sont tout à fait empathiques, reconnaissants, etc. Et on a plein de témoignages disant qu'il faudrait des monuments, il faudrait une reconnaissance à ces animaux. Et alors il va y en avoir quelques-uns. En France, il y a une plaque à l'école d'équitation de Saumur, en l'honneur des chevaux. Il va y avoir un monument à Verdun, si vous allez à Verdun et Fort-de-Vaux, un monument au pigeon vaillant, qui n'a pas été le plus héros, mais malgré tout, c'est celui des 4 pigeons lâchés par le Fort-de-Vaux, ça a été celui qui a mis le plus de temps, mais bon, à sa décharge, les conditions de guerre étaient les plus dures lorsqu'il part. Et puis il y a un monument à Lille, en l'honneur des pigeons voyageurs. Et puis vous avez ce monument, qui est un très beau monument, mais qui n'est pas français, qui est un monument anglais, qui est à Chipilly dans la Somme. C'est une division d'infanterie britannique qui commande ce monument. Elle a subi des gros combats l'été 18. Et ça nous montre donc une image très célèbre en Angleterre. En fait, le sculpteur, qui est un sculpteur français, reprend donc cette image. Et ça nous montre donc un artilleur qui dit au revoir à son cheval agonisant. Il lui enlève les rênes et il est obligé de le laisser sur place. C'est le seul monument important, on pourrait dire, qui a été inauguré. Il date de 1922. Et puis après, tout le monde oublie, ça disparaît. Et cette idée de monument va revenir dans les années 2000, dans le monde anglo-saxon. C'est comme ça qu'à Londres est inauguré un grand monument en l'honneur des animaux dans les guerres. Vous pouvez, si vous visitez Londres, il est sur une place, mais j'ai oublié le nom. Mais enfin, un monument très important. Il y en a dans tous les pays anglo-saxons. Et il est question, il y en a eu un récemment à Coin, à Verdun, etc. Et il est question, la municipalité de Paris a voté pour, d'inaugurer un monument à Paris en l'honneur des animaux de la guerre. À charge maintenant de savoir si ça sera qu'une petite plaque dans un coin avec 3 mots ou si ça sera un vrai monument. Mais contrairement à ce qu'on entend, ça n'est pas une idée d'Uluberlu, cette histoire de monument. C'est en fait, finalement, ça serait réaliser ce que beaucoup de soldats à l'époque auraient voulu. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie. Madame l'inspectrice a une question. Oui, je voulais d'abord remercier Madame Jacquetti, remercier les 3 orateurs de la matinée qui ont vraiment été d'une force synthétique absolument passionnante. Et cher monsieur, merci beaucoup pour l'attention que vous portez à ces animaux. Je connais bien le monument qui est à votre droite. J'aurais une question sur le lexique.
J'aime beaucoup citer Claude Simon, qui a, comme vous savez, servi dans la cavalerie et qui a pris la peine dans son roman Le Jardin des Plantes de rapporter une correspondance entre lui et le lecteur quand il a écrit La Route des Flandres. Le lecteur lui a écrit donc que le roman était passionnant, correspondait point par point à ce qu'il a connu de l'expérience donc de la débat, etc. Mais qu'il y avait une petite erreur, c'est que les chevaux n'ont pas de pattes mais des jambes. Et donc Claude Simon prend le plaisir de rapporter cette correspondance avec le lecteur dans son roman. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez pu interroger le lexique justement? Est-ce que vous avez des traces de dialogue ou d'instruction pour s'adresser aux animaux? Mais le terme de jambe est quasiment officiel dans l'équitation. Hein. On ne parle pas de pattes. Ça montre bien à quel point le cheval est placé très haut et n'est pas un animal comme les autres. Hein. Mais en même temps, il peut y avoir des incompréhensions. J'ai trouvé un texte de 1913 d'une association hippique, je crois parisienne, qui soutient que le cheval a une énergie inépuisable. Et on voit bien là l'idée du cheval moteur, alors dont tous les ingénieurs, les zootechniciens parlent au XIXe siècle. Cette idée de cheval moteur, finalement, qui est un concept, on va presque la prendre comme une réalité. Et ça explique en partie qu'on demande autant aux chevaux des T14. Parce qu'on croit à ce genre de choses, hein, une énergie inépuisable. D'ailleurs, il y a des expressions courantes qui sont terribles. Hein. Vous avez le sec, on dit crever un cheval. Oui, comme on laisserait une voiture voilà, à l'abandon après l'avoir utilisée au maximum. Tout à fait. Alors vous me faites plaisir en citant Claude Simon, mais La Route des Flandres, justement, est un beau témoignage sur le rôle encore des chevaux dans la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1940. Hein. Là aussi, on croit qu'on a cette idée de guerre éclair, avion, tank, mais en fait, les chevaux sont là. Ne partez pas, nous voulons... Oui, une autre question. Pendant ce temps, nous préparons un petit hommage à nos conférenciers. J'avais cru comprendre qu'en Angleterre, on donnait parfois des décorations aux animaux. Oui. Et j'avais cru entendre qu'on allait commencer à faire la même chose en France. Alors maintenant, on le fait en France, hein. C'est fait. Mais à l'époque, ça n'est pas le cas. Seule l'armée allemande, l'armée autrichienne et l'armée anglaise et l'armée américaine médaillent. Alors il y a des animaux, par exemple. Alors Vaillant, non, c'est une erreur. Contrairement à ce qu'on voit de partout, il n'a jamais été cité à l'ordre de l'armée, il n'a pas reçu la Légion d'honneur. En fait, c'est l'association colombophile de Verdun et sans doute le gouverneur militaire de Verdun qui ont mis ça en avant et qui ont fait une décoration, pas simplement à Vaillant, mais à tous les pigeons de Verdun, une commémoration avec un diplôme aux couleurs de la Légion d'honneur. C'est ce qui a fait petit à petit qu'il y a eu confusion. Mais à l'époque, non. Alors il y a des citations en France à l'ordre du régiment. Hein, c'est un peu interne, etc. Mais ça reste quand même un peu mal vu. J'ai trouvé un document début 1919 où l'état-major envoie ça dans toutes les troupes en disant « Est-ce que vous avez médaillé vos animaux ?» et en fait, on voit bien que l'état-major voudrait mettre ça en avant, un peu comme les amis. Il n'y a aucune réponse, ou du moins, il n'y a plus de réponse dans les archives. Donc ça veut dire que ça reste quand même un peu mal vu dans l'armée française. Mais l'armée américaine, le pigeon, alors là, cher ami, a été médaillé. Le cheval warrior se promène après-guerre dans les défilés d'anciens combattants avec ses médailles sur le frontal. Avec le problème évidemment que ce n'est pas forcément les meilleurs animaux qui sont médaillés. Un warrior, c'était le cheval du général. Je ne peux pas le dire, mais c'était un cheval quand même un peu embusqué. Il n'était pas en première ligne. Il a été beaucoup plus médaillé que le cheval de première ligne, qui souvent d'ailleurs ne revenait pas. Mais oui, c'est tout à fait une pratique à l'époque.